Bonsoir à tous, toutes nos excuses pour ce léger retard à l'allumage. Voici les titres du 19h50 de ce mardi 4 octobre 2022. À la une ce soir, le 4 septembre, on dresse le tapis aux enseignants. Les seniors de la craie qui croulent sous le poids de la précarité clament une meilleure estime de leur profession au Cameroun. La célébration de la journée mondiale à eux dédiée présage des grincements de dents. Un plan agro-industriel national pour faire face à l'inflation au Cameroun. Une mesure de riposte pour réduire les chiffres révélés par l'Institut national des statistiques qui parle, entre autres, d'une hausse de 14% des produits alimentaires dans la ville de Douala. Et Douala, ville la plus touchée par la rougeole, près de 500 cas enregistrés entre janvier et septembre 2022 selon le ministère de la Santé publique qui entame mercredi une vaste campagne de vaccination à l'échelle nationale. Il respire à nouveau l'air de la liberté. Dieudonné Oyono, ancien recteur de l'université de Douala, a été acquitté par la justice après 5 ans d'incarcération à la prison centrale de Yaoundé. Voilà pour les titres. Et pour cette édition du 4 septembre 2022, on commence par la journée mondiale des enseignants. C'est demain, 5 octobre, et organisé conjointement par l'UNESCO, l'Organisation internationale et l'UNICEF. La célébration vise à mettre en avant ce travail des seniors de la craie. Le Cameroun se joint à la communauté internationale, même si en back-office, des sons dissonants d'enseignants qui militent en faveur des meilleures conditions de travail continuent de retentir. Janice Kamga, Serge Alain Zebo. Nous sommes mardi 4 octobre, veille de célébration de la Journée mondiale des enseignants, mais avant tout, une journée ordinaire de cours. Michel est élève en classe de terminale au lycée de Mbala 2 à Yaoundé. Aucun nuage dans son programme habituel de cours. Nos enseignants sont là, malgré le mouvement OTS. On fera cours demain normalement et on va sortir à 12 h comme d'habitude le mercredi. Et pourtant, en sourdine, un mot d'ordre de reprise de la grève illimitée des enseignants réunis au sein des mouvements de revendication. On a trop supporté, OTS, on a trop attendu, OTA, et le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique circule depuis ce début de semaine. Le président de la République avait dit que le gouvernement devra rechercher avec les syndicats d'enseignants des solutions appropriées pour l'amélioration de la situation des enseignants. Pour ce 5 octobre, le même communiqué prescrit aux profs de ne pas arborer l'uniforme ni défiler, ne pas participer ou contribuer à tout événement festif relatif à la Journée mondiale des enseignants. Un boycott sans grand éclat sur le terrain. Nous sommes pour la formation des enfants, c'est ce qui nous préoccupe. Pour le reste, ça c'est après. Comme pour prendre la vie du bon côté, d'aucuns préfèrent s'atteler à transformer leurs élèves en droit de ligne avec le thème retenu cette année, à savoir la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Et le quotidien des enseignants est loin d'être un long fleuve tranquille. En plus de vivre des conditions qui frisent la précarité, ils font face à des actes de violence de leurs élèves au sein des établissements scolaires et d'aucuns recommandent de créer de la distance avec les élèves. Samuel Baïra et Stéphane Binac. Alex est instituteur depuis plus d'une décennie. Dans ses rapports avec les parents, le tumulte et les frayeurs se sont mêlés. L'enfant était venu un peu en retard lors de la remise du bulletin. Donc on n'a pas eu son bulletin. Le parent a cru que on n'a pas remis, que l'enfant n'a pas passé. Donc le parent s'est en pris violemment à l'enseignante qui le suit. Insulté par un parent énervé, au bord d'un risque, Alex a su garder son sang-froid et trouver le juste mot. J'ai dit aux parents que non, vous êtes dans une enceinte d'établissement, vous êtes dans une enceinte d'école, il faut respecter même l'enceinte d'école. Si vous avez un problème exposé, c'est un problème en toute douceur. Son confrère, Simon Jean-Jules, censeur au lycée bilingue de Bobongo, Petit Paris, dans la ville de Douala. En 30 ans de profession,
Il a rassasié sa vue des clichés d'enseignants humiliés. Un parent a maintenu qu'arrivé là, parce que les effets de sa fille avaient été confisqués, il a attrapé, il a arrêté l'enseignant en question et l'a violenté. Brutalisés, d'autres poignardés à mort. Au milieu de leurs élèves violents, les enseignants se défendent les bras nus. Nous nous sentons dans la gueule, on n'est pas en sécurité. Enseignants, parents et élèves se défient par le regard. Les perquisitions ont déjà permis de récupérer du cannabis et des armes blanches dans les lycées du pays. Autre inquiétude, les conditions de vie de certains étudiants à Yaoundé. C'est le cas à Bonas, la cité estudiantine la plus populaire de la ville. Ils côtoient au quotidien l'insalubrité et le manque d'eau, un calvaire vécu très souvent à 2, voire 3 dans une seule chambre. En ce jour de rentrée universitaire, nos reporters Maria Mazot et Michel Foucault ont partagé quelques instants dans l'intimité des étudiants de 2e année de l'université de Yaoundé 1. Regardez. Un tour aux pluies, ainsi commence la journée de Nelson, étudiant en lettres modernes françaises à l'université de Yaoundé 1. Nous sommes au quartier Bonas, ici, à Yaoundé. S'approvisionner en eau, un véritable calvaire pour les étudiants de ce secteur. Si je ne parcours pas cette distance, imaginez que vais-je faire. Je ne saurais ni préparer, ni laver l'assiette, ni même faire la lessive. De retour dans sa mini-cité où il partage la chambre avec sa grande sœur, le jeune étudiant en 2e année réchauffe son plat de poulet d'hier en guise de petit déjeuner. Simple petite réception, donc j'ai mis quelques morceaux de côté, c'est juste ça. Sinon, vraiment, situation très grave. Comme tout étudiant de sa génération, Nelson aimerait lui aussi avoir sa propre chambre et faire ses va-et-vient comme bon lui semble. De nos jours, les parents n'ont pratiquement rien. Nous sommes obligés de faire avec, obligés d'employer ce qu'on a. Face à ces conditions précaires, marquées la plupart du temps par la galère, les plus futés développent un business dans la mini-cité, non seulement pour subvenir à leurs propres besoins, mais également pour alléger un tout petit peu la tâche aux parents qui souvent n'ont pas assez de moyens. Je fais le call, je fais money, mobile money, je vends les biscuits sur mon comptoir. En clair, c'est beau d'aller à l'université, mais c'est encore mieux si on est capable de supporter et de surmonter tous les obstacles. Il pourrait être perçu comme un obstacle à la valorisation des efforts des producteurs locaux. Les produits alimentaires importés, ils ont envahi le marché camerounais au détriment des produits locaux. Ils sont le principal facteur de l'inflation et un plan agro-industriel est depuis ce matin en marche. Les précisions avec Junior Ossin et Henri Tina. Selon un document rendu public ce jour par la mairie de la ville de Douala, plus de 800 milliards de francs CFA de produits alimentaires sont importés au Cameroun. Le plan agro-industriel national mené ici vise à l'organisation du monde rural pour une production et une consommation locale plus importante. C'est l'implication des communes à travers, en quelque sorte, des sociétés coopératives dans chaque commune qui vont rassurer et protéger le paysan. Il y a l'organisation, la logistique qui doit être mise en œuvre pour que les produits arrivent rapidement sur les marchés à Douala. Cette démarche passe par la reconquête des marchés locaux. Le cas spécifique est celui de Douala. Il y a 58 marchés vivriers à Douala, dont 12 seulement sont contrôlés par la mairie de Douala. Ça veut dire qu'il y a un gap et un gros désordre. Donc il faut déjà voir dans chacun de ces marchés qui fait quoi à quel moment et comment organiser tous ces acteurs qui sont dans la commercialisation. Avec le projet pilote du plan agro-industriel national, l'ambition première est aussi de lutter contre la vie chère. Les 48 arrondissements qui ont été retenus, on va faire une sorte de centre d'achat et on va acheter, n'est-ce pas, les vivres qu'on va stocker au niveau des arrondissements, qu'on va acheminer à Douala. Et à partir de Douala, n'est-ce pas, on va mettre en place dans les différents quartiers les pôles d'achat et les populations viendront se ravitailler. Dès le lancement de ce projet, c'est environ 4 millions d'habitants de la ville de Douala qui seront ravitaillés dans un proche avenir.
Et la hausse des prix s'étend également sur des produits de grande consommation. Le prix du cajot de tomates, par exemple, est passé du simple au double ces derniers mois. Et on voit cela dans ce reportage que nous proposent Leslie Mpoumetia et Henri Tina. Marché Sandagar, situé dans la capitale économique du Cameroun. Ici, le prix des denrées alimentaires fâche les consommateurs et les commerçants. Il décrit une hausse généralisée des prix sur le marché. Une bonne banane malaxée, il te faut aujourd'hui là, pour 4 000 francs. La banane est devenue chère, 6 doigts à 200. Chez nous, le village, 6 doigts, 7 doigts à 200, 5 à 100. Même l'arachide est devenu cher. Actuellement, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous payons cher, même pour revendre et avoir le prix d'achat, c'est difficile. Donc nous souffrons actuellement, atrocement, même parce que nous ne parvenons même pas à laisser la ration des enfants, la ration du matin aux enfants qui vont à l'école. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique, de août 2021 à août 2022, les produits alimentaires ont connu une augmentation de plus de 14% à Douala. La tomate coûtait de 3 500, 2 500. Cette dernière année, on a vendu la tomate à 8 500. Bon. Mais aujourd'hui, la tomate est descendue jusqu'à 5 500. Sur le marché, les prix ont vraiment flambé. Parce que la tomate aujourd'hui coûte 9 000, 10 000. Le piment, le sac 55 000, 50 000. Le constat est le même avec les matériaux de construction. La lutte pour le contrôle des prix sur les marchés se fait aussi au niveau sous-régional. Les experts prix des États membres étaient en concertation ce matin pour l'harmonisation de l'indice des prix. Il s'agit de trouver des mesures idoines pour aider les États à passer cette phase d'augmentation des prix. Aimé Catherine Moukouri, Thierry Nana. La sous-région Afrique centrale, frappée par une augmentation globale des prix des produits de consommation. À situation générale, mesures communes, il est donc question de faire le point des mesures prises par les États. Actuellement, le contexte est particulier. On observe une flambée des prix dans tous les pays, due notamment à la Covid-19, à la guerre en Ukraine. Et cette inflation a un impact très important auprès des ménages. La Commission, dans son rôle de pouvoir harmoniser ces politiques, se doit donc de pouvoir faire le point au niveau de l'ensemble des pays, afin que les mesures prises par les uns ou les autres ne puissent pas avoir des effets pervers sur les autres. L'objectif est d'éviter les revers de cette situation avec des commerçants qui pourraient faire basculer leur activité dans des États plus rentables. Les experts des prix États membres veulent pallier cette situation qui n'était pas contrôlable et joindre aux efforts déjà faits par les États. C'est une inflation qui est importée. On subit les effets des crises qui se passent par ailleurs. Donc, il est donc difficile de pouvoir adresser des politiques pour pouvoir baisser ces prix. Mais par contre, au niveau des États, les autorités font le maximum. On a par exemple au cas du Cameroun où, je crois depuis 2021, les autorités ont pris des mesures notamment pour contenir l'inflation au niveau des importés en faisant un abattement sur les droits de douane. Dans certains États, on mise sur la subvention des produits. L'action d'harmonisation peut être bénéfique pour les populations. Et une question pour les dames. Est-ce que vous vous faites régulièrement palper les seins? Interrogation banale, me direz-vous, à première vue. Et pourtant, ce geste est essentiel pour détecter l'un des signaux d'alerte du cancer mammaire. Au Cameroun, plus de 48,12% des femmes sont touchées par la maladie. On voit cela avec Karel Mezatchachuya, Kevin Mogo et Samuel Ebakissé. Son attitude laisse transparaître la gêne. Reporter agaçant ou la simple idée de se faire toucher le monde au balcon par un inconnu, même s'il s'agit d'un professionnel de santé. Passons, nous n'obtiendrons rien là. Ici par contre, la réponse coule de source. Ces dames se font palper les seins. Monsieur très souvent appelé à la rescousse en intimité. Je le fais souvent. Je ne suis pas encore allée à l'hôpital pour le faire. Si le médecin de la maison est efficace pour elle, il n'est pas suffisamment qualifié pour tâter les signaux d'alerte d'un cancer du sein pour d'autres. C'est le cas pour cette maman qui ne fait confiance qu'à un avis médical. Elle n'est pas la seule. Est-ce qu'il y a les médecins à la maison? Je ne vais pas à l'hôpital. La constatation est générale, la palpation des seins et tout le reste avec. C'est même plus rassurant. L'autopalpation passe mieux chez cette autre maman approchée à Yaoundé. À chaque fois, souvent, je fais toucher mes seins. Se toucher les nichons en guise de mesure préventive, c'est bien.
Avoir une bonne maîtrise de la méthode est encore mieux. Petite démo. Exprimer ce sang pour voir s'il y a un écoulement, l'aspect de cet écoulement et également palper la région axillaire. Exercice prescrit en mois d'octobre rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, en prélude à la journée mondiale qui sera célébrée le 19 prochain. Dans la chronique économique de ce soir, nous nous intéressons aux conséquences économiques des coups d'État en Afrique. Le prétexte, le dernier coup de force enregistré au Burkina Faso. Nous en parlons avec Monique Naoussi Fosso qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir Monique. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Et vous commencez d'abord par faire un tour d'horizon. Exactement. Nous allons planter le décor avec ce tableau qui nous est proposé par la Voix de l'Afrique. Premier constat, on remarque que les coups d'État ont fait leur lit en Afrique. Depuis 1952, on comptabilise 215 coups d'État. Deuxième constat, parmi les pays où on observe un pic en matière de coups d'État, on remarque les pays qui sont cités parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Le Burundi, 15 tentatives de coups d'État, dont 6 réussies. Le Burkina Faso, 10 coups d'État tentatives, dont 9 réussis. Alors, nous allons parler du Burkina Faso qui nous sert de fil rouge dans l'analyse des impacts économiques de ces coups d'État. Eh bien, Alain Ghislain Kanga, le Burkina Faso, c'est 25% de PIB à travers l'agriculture, un secteur qui emploie 80% des Burkinabés. Le Burkina Faso, c'est également 11% de la richesse nationale à travers l'exploitation minière. Mais on va également dire que le Burkina Faso, depuis 2015, ça fait 7 ans que 1,5 million des populations se sont déplacées du fait des coups d'État incessants. 40% des terres cultivables du côté du Burkina Faso sont abandonnées dans la partie nord et dans la partie est du Burkina du fait du djihadisme. Pour clôturer en termes de description de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le Burkina Faso est le 19e pays le plus pauvre au monde. C'est un pays où on cultive également le riz, mais c'est le 3e pays où on produit le plus le coton en Afrique. Eh bien, puisque nous parlons des impacts économiques de ces différentes crises, depuis 2015, justement, on a enregistré en moyenne 3 coups d'État, dont 2 ont réussi. Lorsque vous recourez à un emprunt obligataire pour financer un projet de développement, vous avez besoin d'en moyenne 5 ou 10 ans pour rembourser. Mais du fait des coups d'État incessants, non seulement vous ne convainquez pas les investisseurs nationaux et étrangers à y mettre de l'argent. Quand bien même vous avez de cet argent, vous n'avez pas le temps de développer le business et de pouvoir rembourser. On dit l'argent n'aime pas le bruit et n'aime pas davantage le bruit du canon. Le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée-Conakry, qui sont très cités dernièrement dans les coups d'État à répétition. Donc, ce sont des pays essentiellement enclavés. Et donc, les donneurs d'ordre internationaux ne se sentiront pas convaincus à y mettre de l'argent, puisque à tout moment, le régime est renversé. Ceux avec qui vous avez signé les conventions d'exploitation sont renversés après 6 mois, après 9 mois, après 2 ans. Et ce sont ceux avec lesquels vous avez signé des conventions qui devraient suivre le protocole d'exploitation ou de mise en œuvre des conventions qui ont été citées. Donc, on se retrouve dans une sorte de mythe de Sisyphe où vous poussez une pierre pour aller vers la colline. Et à tout moment, la pierre retourne. C'est un éternel recommencement. On a parlé des pays qui sont enclavés, le Burkina, la Guinée-Conakry et le Mali. Donc, a priori, c'est des pays où on pouvait investir, mais avec la spirale des coups d'État qu'on observe dernièrement, ça ne fait pas chaud au cœur d'aller y mettre de l'argent. Autre observation, lorsqu'il y a coup d'État, il y a fermeture des frontières, que ce soit les frontières aériennes, que ce soit les frontières terrestres. L'autorité aéronautique
généralement a besoin de faire fonctionner les aéroports, puisque l'aéroport, les chaussées aéronautiques sont construites sur la base des investissements qui ont été contractés. Et lorsque vous fermez pendant 2, 3, 4, 5 jours, voire une semaine, non seulement vous alourdissez le poids de la dette de votre pays, mais également vous augmentez le risque de votre pays justement qui n'encourage pas des gens à venir investir dans votre pays. Alors Monique, est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Si oui, lesquelles? Eh bien, vous avez observé que dans le dernier cas en date, le cas du Burkina Faso, ce coup d'État, le 9e du genre, a été précédé par des mouvements d'humeur. Les populations qui sont sorties dans la rue, à Bobo Dioulasso notamment, pour crier leur ras-le-bol d'un système qui ne garantit pas leur sécurité, qui ne garantit pas leurs intérêts. Lorsque nous parlions tout à l'heure des fermetures des frontières, nous sommes en Afrique et c'est le continent qui a un taux d'échanges commerciaux le plus bas du monde. On parle également du petit commerçant qui a besoin de partir de Bobo Dioulasso pour Ouagadougou avec des produits vivriers, des produits périssables. Lorsque les routes sont barrées, c'est une économie le petit commerçant, le petit vendeur qui perd son fonds de commerce. Donc, ce sont des impacts sur des populations qui vivent au jour le jour. Donc, que ce soit sur le plan macro, que ce soit sur le plan micro, il y a des impacts certains. Donc, puisque nous parlons des solutions, on peut envisager quelques-unes, que le pouvoir régnant, que les personnes qui dirigent l'État prennent des mesures, des politiques qui concourent à mettre les populations à leur aise, à militer pour le bien-être collectif, non pas pour eux seuls. Développer des politiques qui ne garantissent pas les intérêts forcément des expatriés ou de la mère patrie. Autre chose, on peut envisager peut-être trouver un espace pour les militaires dans le jeu politique. Il y a des pays qui se sont bien portés économiquement avec des militaires à la tête de leurs États. Ce n'est pas parce qu'ils portent le treillis qu'ils n'ont pas une bonne formation, ils ont autant fait des belles écoles que les civils. Donc, à un moment donné, ce ne sont que des propositions, en écoutant des experts, peut-être leur trouver une place dans l'activité politique et en participant aux jeux politiques, ils ne se retrouveront pas tout le temps en train de venir s'accaparer du pouvoir auquel ils participent déjà. Et donc, ça pourrait également rassurer les investisseurs de ce que, là où nous partons, à tout moment, l'armée ne se sentira pas toujours mise de côté. Elle est partie intégrante de la vie politique, pas simplement protéger l'intégrité territoriale. On a cité par exemple l'Irak, un pays qui s'est bien porté à une période de la vie. Il y a la Libye du colonel Kadhafi, où coulait le miel, où coulait le lait, on s'en souvient. Il y a l'Égypte, il y a l'Algérie à côté. Ce sont des pays qui ont été gouvernés pendant bon nombre d'années par des militaires et ces pays se sont toujours bien portés. Merci beaucoup Monique Naossi Fosso pour cette belle chronique. À mardi prochain. Et la suite dans l'actualité également de ce 19h50, Dieudonné Oyono est désormais libre de ses mouvements. L'ancien recteur de l'université de Douala, incarcéré à la prison centrale de Yaoundé depuis 2018 pour atteinte à la fortune publique, vient d'être acquitté ainsi que 2 de ses compagnons par le tribunal criminel spécial. Et il était poursuivi pour détournement de la somme d'1,7 milliard de francs CFA du moment où il était à la tête de l'université de Douala. Nos équipes sur place à Yaoundé ont rencontré ce soir même son avocat, Maître Bernard Kéhou, revient sur les circonstances légales qui ont conduit à cette libération. Il s'exprime au micro de Daniel Anissé-Bouget et Michel Foucault. À l'issue de 4 ans de procédure, 4 années de procédure, le professeur Dieudonné Oyono a été acquitté, ainsi que l'agent comptable, M. Abdoulaziz. Un tribunal comme le tribunal criminel spécial, et je l'ai toujours dit, est une juridiction spéciale et toutes les exceptions sont jointes au fond. Donc on ne peut pas dire que les droits de la défense y sont vraiment garantis. Donc obtenir la libération de quelqu'un là-bas, c'est un exploit par rapport aux autres juridictions. Parce que, à titre d'exemple, toutes les exceptions que vous soulevez sont jointes au fond. Et lorsqu'on aura une décision, vous avez 48 heures pour vous pourvoir devant la Cour suprême. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas examiner un appel.
Intéressant à présent la construction du poste de haute tension de Niom 2. Les travaux avancent à un rythme satisfaisant. Le constat est fait par le directeur général de la Société nationale de transport d'électricité qui était sur le terrain, cela dit, pour évaluer le taux d'exécution de ce poste qui va améliorer l'offre en électricité de la ville de Yaoundé et même de l'ensemble du pays. Daniel Anissé-Boudjé et Bertrand Tiassé. En cours d'acheminement ici, 7 transformateurs de puissance 60 et 50 MVA. Direction, le chantier de construction du poste haute tension de Niom 2 à Yaoundé. L'arrivée de ces nouveaux équipements devrait faire monter d'un cran le taux d'exécution du projet. Le projet était déjà réalisé à 55%. Avec l'arrivée de ces transformateurs, nous nous situons à un taux d'exécution d'environ 70%. Sur le chantier ce 3 octobre, le directeur général de la Société nationale de transport d'électricité s'assure que les petits plats sont mis dans les grands pour l'achèvement dans les délais de ce projet, l'un des plus importants pour l'amélioration de l'offre en électricité au Cameroun. C'est le poste de Niom 2 qui va accueillir l'énergie provenant du barrage hydroélectrique de Nachtigal Amont. Il s'agit donc pour la Sonatrel d'aller très vite pour rendre opérationnel ce poste avant la livraison du barrage hydroélectrique de Nachtigal, annoncé pour cette fin d'année. La rougeole fait encore des victimes dans le monde, au Cameroun et dans la ville de Douala. Entre janvier et septembre, à l'échelle nationale, c'est 1968 cas. Dans le littoral, 408 cas suspects pour 333 cas positifs. Une campagne de riposte démarre demain, 5 octobre. Mireille Flore des Fofotso, Marius Kosso. Il faut encore faire vacciner les enfants pour les mettre à l'abri de la rougeole dans la région du littoral qui est en épidémie. Déjà 333 cas positifs sur les 408 suspectés. 73% des cas de rougeole sont des enfants qui n'ont pas respecté le calendrier vaccinal et la survenue de la Covid-19 n'a pas facilité les choses. Nous voulons lancer un plaidoyer ici à l'endroit des parents pour qu'un accueil chaleureux puisse être réservé aux équipes qui vont sillonner de ménage en ménage. Que le jour J, donc à partir de mercredi, que les parents puissent faire vacciner leurs enfants âgés de 6 mois à 7 ans dans les 6 districts de santé urbaine de la ville de Douala et de 6 mois à 9 ans dans le district de santé de Manoka. La rougeole est une maladie causée par un virus dont les symptômes sont des éruptions cutanées, la fièvre, la toux, les yeux larmoyants et le rhume. Elle peut entraîner la mort si rien n'est fait. La vaccination contre la rougeole est très importante puisque quand l'enfant prend la première dose, l'enfant prend la deuxième dose, l'immunité de cet enfant est garantie. C'est pour annoncer cette campagne que les hommes de médias de la ville de Douala ont été briefés à la délégation régionale de la santé. Il faut dire que cette campagne de riposte concerne 10 districts en épidémie et elle démarre. Le 5 octobre pour s'achever le dimanche 9 octobre. Vous raconte une idylle qui sort de l'ordinaire dans la région du Sud. C'est l'histoire d'un homme qui s'unit à 4 femmes le même jour à Fifinda, dans le département de l'Océan. Ses épouses, toutes des déplacés internes qui rejoignent la toute première. Et nous vous ferons découvrir l'un des acteurs marquants de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Aline Gimban, arbitre central, a mené de main de maîtresse cette finale opposant Coton Sport de Garoua à Bamboutos de Mbouda. Et 3 ans après la clôture du grand dialogue national, les politiques et autres observateurs de la scène politique ne s'accordent pas sur l'opportunité et l'application des résolutions de la rencontre du 30 septembre au 4 octobre 2019. La classe économique, sociale et politique laisse transparaître le désaccord à ce sujet. David Sandio et Henri Tinda nous en disent plus. 3 ans après la clôture du grand dialogue national, les politiques et autres observateurs de la scène politique ont du mal à avoir une position commune. Les proches du parti au pouvoir
voit en la rencontre pour régler les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest une aubaine. On a pu avoir la construction des DDR. Il y a un certain nombre de jeunes combattants qui ont pu être démobilisés. Il y a quelques infrastructures qui ont été construites et dans le cadre de DDR, il y a des formations qui ont quand même été faites au profit de ces jeunes combattants. Nos ont été entendus, il y a eu des avancées, il y a eu des propositions en ce qui concerne leurs problèmes. Ils ont été entendus, les problèmes ont été pris en compte. Tout à côté, il y a ceux qui estiment que le grand dialogue se révèle être une scène de prestidigitation, par ailleurs incompris. Je ne sais pas s'il y a eu dialogue national. Je ne sais pas s'il y a vraiment ce dialogue national. Et si jamais il y avait eu dialogue national, regardez au nord-ouest. Qu'est-ce qui se passe au nord-ouest aujourd'hui? Regardez la région du littoral, la région de l'ouest, tous les quatre coins du pays, tous nos frères du Nozo se retrouvent dans toutes les régions. S'il y avait eu ce dialogue national, est-ce que nos frères se seraient encore à l'extérieur de leur périphérie? Mais je pense que non. Une situation qui explique la volonté de résolution du conflit, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. L'octroi d'un statut spécial aux deux zones dites querellées, c'est-à-dire le nord-est et le sud-est. Et à l'issue de cette mesure institutionnelle, nous avons eu une mesure juridique à travers le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées où il fallait renforcer donc la décentralisation. Mais on se rend bien compte que au-delà de toutes ces mesures institutionnelles, politiques, juridiques et même militaires qui ont été mises en place, cela n'a pas réussi à juguler la crise qui continue de plus belle. Réunis à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019, le grand dialogue national avait pour mission de faire taire les armes dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Un époux partagé par 4 femmes officielles et une encore officieuse. Amour né en des périodes différentes, mais l'union polygamique entre l'homme et 4 de ces 5 amours a été légalisée le même jour. C'était le 27 septembre dernier à Fifinda, le département de l'Océan, non loin des Kribi, tous déplacés internes, partis du nord-ouest sous le feu de la guerre pour Fifinda, où ils pratiquent l'agriculture. Le bonheur est tombé à leurs pieds dans cette terre d'adoption. L'histoire d'un amour pluriel vu au sens des africanités, ici contée par Ardong Fak et Moussa Tako. À partir d'aujourd'hui, je rappelle le premier amour qu'on avait commencé. Chaque geste d'amour ici concourt à la légalité de l'union. Devant le maire de Lukunje, département de l'Océan, elles sont 4 femmes et un homme sur le banc des mariés. Amour au masculin singulier, mariage au féminin pluriel. Mes chères dames, vous tous là, vous cherchez, vous épousez un seul homme, c'est ça? Polygamie signée et assumée de part et d'autre. Tour à tour, la preuve par 4 d'une série d'amours nés entre 1982 et 2015 dans leur nord-ouest natal, loin là-bas. Et finalement, légalisé ici à Fifinda, village d'accueil de cette famille de déplacés internes. Nous sommes ici, on a fui la guerre. Et arrivé ici, maintenant, j'ai trouvé mieux que de ne pas faire les appels prêts. J'ai vu les parents arranger tout ce qu'on me demande. Comme ils sont là, ils me soutiennent beaucoup. Comme le premier, notre garçon qui est à l'université, c'est un gars de presque 35 ans. Belle histoire, déjà écrite en presque 4 décennies, pour cet homme riche au sens des considérations africaines. Il est riche parce que, voyez-vous, s'il a un problème aujourd'hui, c'est 5 familles qui viennent à la rescousse, sa famille et les 4 familles de ces 4 femmes. Maintenant, dans chaque famille, il y a l'entre-gens. Une famille connaît, il y a une interpersonnalité, des familles qui connaissent des gens. Ça veut dire que cet homme-là, il peut plus mourir de problèmes basiques. Nos lois le permettent. Pour le mariage, dans ces articles 212, 213 et 215. Nos us et coutumes aussi. Pour cet avisé, la polygamie fait partie de l'identité africaine. C'est la Renaissance africaine qui est en marche. Je suis fier de voir un homme qui épouse 4 femmes, mais ça me heurte de voir un homme qui épouse un seul homme. Ça, c'est pas notre culture. Vous allez voir que pour cette actualité de ce monsieur qui épouse 4 femmes, ça ne fera pas large écho. Mais si un monsieur épouse un homme
tous les médias en parleront. 4 épouses et ce n'est pas fini. La 5e se veut spéciale et espère être, dans les jours à venir, la vedette d'un autre mariage. 2 places, cette fois-là. Et l'actualité à l'étranger nous conduit au Burkina Faso. Manifestation à Ouagadougou contre la venue d'une mission ouest-africaine. Nigeria, les populations se réveillent les pieds dans l'eau et appellent le gouvernement à l'aide. Escalmonde, l'île Piédiou et Calvin Tekam. Le procès historique du massacre et des exactions du 28 septembre, attendu depuis 13 ans par les victimes, doit produire un effet de réconciliation et permettre aux Guinéens de tourner le dos définitivement à la violence d'État, rongeant ce pays depuis des décennies. Souhait d'Ousmane Gaoul Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen, dans un entretien accordé à l'agence France Presse à Paris. L'objectif de faire un procès, ce n'est pas pour sauver la face à un régime. C'est pour faire en sorte que cela soit un marqueur, un changement radical. C'est quelque chose, on a connu beaucoup de tragédies. De 1958 à maintenant, la Guinée a connu des violences d'État inimaginables. Le gouvernement est dirigé par des militaires depuis un coup d'État en septembre 2021. Plusieurs dizaines de personnes tentent de bloquer les voies menant à l'hôtel Laïko à Ouagadougou, où doit se tenir une rencontre entre la délégation de la CEDEAO, venue évaluer la situation au Burkina Faso, et le gouvernement de transition au pouvoir depuis quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. Il y a eu des morts, des centaines de morts à Djibo, des vies ont été brûlées, des gens ont été tués. La CEDEAO n'a pas réagi à cela. Et quand il s'agit du pouvoir que le peuple a retiré, la CEDEAO se lève, se précipite rapidement pour venir mélanger les trucs. Et nous disons non à cela. Des milliers de maisons inondées et de personnes déplacées. Des inondations monstres, les pires en 10 ans, ont ravagé l'état de Goji, région du centre du Nigeria. C'est très très triste. Alors s'il vous plaît, que le gouvernement fédéral fasse quelque chose pour remédier à cette situation. Il devrait construire un barrage. La nuit avance sur la capitale comorienne, mais le port fourmille encore de monde. Après plus de 3 mois de graves pénuries, une cargaison inespérée de riz, nourriture de base dont l'archipel de l'océan Indien, est déchargée. On a reçu le don japonais ici en juin. On a reçu cette cargaison-là, ce qui veut dire qu'il y a des cargaisons, des dates qui sont respectées. Maintenant, il peut arriver que le transport maritime peut être confronté à des soucis. On peut annoncer avec le TA, peut être annoncé à une date. Et dans le plus du 19h50, la BGFI Banque prime les 5 meilleurs lauréats au baccalauréat. C'est dans cet élément. Ils ont brillé par leurs résultats au baccalauréat 2022. Aujourd'hui, ils récoltent le fruit d'un dur labeur. Ce prix spécial de BGFI Bank Cameroun, un chèque d'1 million de nos francs, gracieusement offert à ces 10 meilleurs bacheliers du territoire national. Voici le numéro 1. Ils ne sont pas les seuls à avoir attiré l'attention de cette institution bancaire. Comme eux, les 5 meilleures bachelières de l'année scolaire écoulée reçoivent un gros chèque. La volonté de BGFI Bank Cameroun d'encourager l'éducation de la jeune fille matérialisée. Il y a de la joie dans l'air, c'est la fête de l'excellence. En présentiel ou en virtuel, les heureux du jour n'ont que des mots de gratitude. La gratitude envers l'État du Cameroun, envers la BGFI Bank, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Quand ma mère m'a annoncé, j'étais surpris, content. Donc, je le remercie une fois de plus, puisqu'il est là à côté de moi. Cet argent va me servir à financer mes études universitaires. Je dis merci à la BGFI Bank pour leur geste. Gratitude des parents également relevée. Ils sont marqués à vie par le geste de BGFI Bank Cameroun. Ça récompense tous les efforts fournis par les parents. Si je suis là, c'est parce que vraiment
Cette petite fille m'a vraiment honoré. Je ne m'y attendais pas jusqu'au coup de fil qu'on m'avait passé un monsieur des enseignements secondaires pour me dire que la BGFI devait primer les meilleurs élèves. L'événement nommé Prime Baccalauréat BGFI Bank Cameroun, parrainé par le ministre des Enseignements secondaires, apprécié à sa juste valeur. BGFI Bank Cameroun attache du prix à une éducation de qualité pour une jeunesse camerounaise pleine de potentiel. Nous avons voulu aujourd'hui récompenser ces jeunes bacheliers, ces futurs étudiants, pour leur dire que chaque fois qu'il y a l'excellence quelque part, nous serons là pour encourager cela. J'étais heureux aujourd'hui de découvrir des jeunes Camerounais qui ont réussi au bac C avec mention excellent. J'ai découvert une jeune fille qui a réussi au bac C avec mention très bien. Donc ce sont des jeunes que nous devrons encourager. Cette action va en droite ligne avec la vision de la fondation du groupe BGFI Bank. Notre fondation qui œuvre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, aussi bien en éducation qu'au niveau de la santé. Donc pour nous, c'est une action continue et nous n'allons pas nous arrêter là parce que d'autres actions vont venir. Un accompagnement louable, salué par Nalo Valyonga, qui préside la cérémonie en présence de sa collègue des affaires sociales et du grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yan. Des artistes ont également brillé par leurs prestations à cet événement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal J International. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.